bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravie que vous soyez là aussi. Merci. Céline, on vous a demandé de venir pour être interviewée parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche sur le management, mais notamment, vous aimez bien parler d'un management autrement, qui peut être une opportunité et qui demande une autre posture. Avant d'expliquer ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre terrain de jeu, votre périmètre d'action? Alors moi, je suis enseignante et chercheuse et dans le domaine du management. Et dans ce cadre-là, en fait, ce que je fais principalement, c'est d'observer des comportements et des pratiques de management, d'interviewer des gens, d'essayer de comprendre comment ils les vivent, et puis ensuite d'essayer de transmettre ce que j'ai compris, ce qui me semble intéressant, à la fois à des étudiants, mais aussi plus largement au public que ça intéresse. Alors justement, si on voulait démarrer sur ça, quelle est votre observation, votre constat d'aujourd'hui sur le management? Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que les pratiques de management dans les organisations sont souvent finalement contre-productives parce qu'on essaye de manager pour améliorer la performance et souvent on met en place un ensemble d'outils et de pratiques qui ont plutôt des effets contraires sur la performance, notamment parce que ça tue ou ça empêche en grande partie l'engagement d'un certain nombre de personnes. Et en essayant de les contrôler, de canaliser leurs actions, en leur donnant de moins en moins d'initiatives, en essayant de mieux déterminer leur activité, finalement, souvent, on a malheureusement pour conséquence qu'on limite un peu leur périmètre d'action, leur créativité, leur innovation, et au final, ça ne favorise ni leur engagement, ni même leur performance. Un exemple concret pour arriver à illustrer ce constat, parce que le mot tuer est un mot fort quand même. Concrètement, par exemple, les managers sont de plus en plus confrontés à des systèmes de reporting, donc qui les obligent à rendre compte de manière extrêmement précise d'un ensemble d'éléments de leur activité ou de l'activité de leurs collaborateurs. Et ça leur donne le sentiment de devenir des ouvriers spécialisés qui alimentent des machines de gestion toute la journée. Et au final, eux, c'est pas pour ça qu'ils sont devenus managers, c'est parce qu'ils ont envie de s'engager dans l'action, c'est parce qu'ils ont envie de développer des projets, c'est parce qu'ils ont envie de faire un ensemble de choses. Et finalement, en essayant de leur donner des outils pour canaliser leur action, souvent, ça a pour effet, au contraire, de réduire leur champ d'action et de les empêcher d'exercer pleinement leur créativité au service de leur métier et de leurs vrais engagements. Du coup, par rapport à ce constat, quel serait le management idéal qu'on pourrait imaginer? Alors, le management idéal, bien évidemment, ce n'est pas un management qui s'interdit tout processus de rationalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je pense que très souvent les outils de gestion ont des effets négatifs qu'il ne faut pas du tout utiliser d'outils de gestion. Pour moi, il faut quelques outils qui sont bien pensés, qui sont partagés. Et c'est vrai que souvent, on ne prend pas le temps de partager suffisamment les outils, ce qui fait qu'au final, on met en place des outils à la va-vite, on en met plein, et les gens perdent le sens de ces outils et n'arrivent plus à les utiliser ou bien les utilisent de manière extrêmement formelle. Donc le management idéal, c'est déjà un management qui est économe dans la construction des outils, qui prend le temps de les faire partager avec les personnes et qui se donne la peine de leur donner vraiment une vie. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, l'autre dimension, c'est que finalement les outils de gestion, souvent c'est des outils qui sont centrés sur une vision du contrôle, de la canalisation des comportements. Et c'est important aussi d'être plus dans le lâcher-prise, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a de l'émergence, les gens sont dans la responsabilité, dans la vie. Et donc, s'ils sont dans la vie, ils vont avoir des initiatives, ils vont mettre en place des choses. Et finalement, vouloir toujours contrôler a priori, vouloir toujours savoir exactement où on va, comment on y va et pourquoi on y va, c'est souvent mortifère là aussi. Et finalement, je pense que le management idéal, c'est un management qui s'autorise à lâcher une partie du contrôle et à être dans l'ouverture et la présence. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'outil, oui, mais à partir du moment où il est vraiment utile, ça veut dire que pour qu'il soit utile, faut-il encore que l'individu, le manager ou le groupe de managers ait pu décider que cet outil peut lui servir dans son contexte.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'appropriation en fait. Et c'est vrai que souvent, on a une vision assez magique des outils, comme si voilà, on va poser un outil, un système de reporting, un système d'évaluation, un outil de prescription des comportements, et on va le mettre sur intranet et ça va suffire à changer les comportements des personnes. Ou bien on va envoyer une circulaire. Et on voit bien, on le sait très bien, ça a été montré, remontré par la recherche en comportement organisationnel, que ça, c'est de la pensée magique, ni plus ni moins, que on peut strictement rien changer comme comportement en se comportant de cette manière-là. Et au final, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de permettre l'appropriation d'un outil, mais c'est la seule condition pour qu'il puisse vraiment faire sens et être réellement mis en œuvre par les personnes qui se l'approprient et qui considèrent qu'effectivement, il va avoir une utilité et qui va les aider à mieux fonctionner. Donc l'outil n'est pas une fin en soi. Oui, exactement. L'outil n'est pas une fin en soi, et c'est vrai qu'il y a beaucoup finalement de professionnels. C'est aussi parce que c'est un petit peu la formation des managers les conduisent à ça. Par exemple, hier, il y a quelques élèves administrateurs de l'INET qui sont venus me voir et qui m'ont dit ben oui, c'est vrai qu'à l'INET, on apprend beaucoup la construction et l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Et votre intervention nous a intéressés parce qu'elle nous a permis effectivement de relativiser aussi cette dimension-là. Donc c'est vrai que dans la formation d'un ensemble de personnes, par exemple dans le domaine des RH, la formation, elle est centrée sur la compréhension, la construction d'outils de gestion. Et au final, on sort de ces formations tellement convaincus de l'importance et de l'intérêt de ces outils qu'on oublie de réinterroger comment ils vont être appropriés, comment ils vont être appréhendés par les personnes sur le terrain qui ne sont pas là dans l'attente de mettre en place des systèmes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences hyper complexes et formalisés. Alors imaginons un monde autre où en fait le manager n'a aucun outil. Comment il manage? Alors en fait, c'est justement, moi c'est ce que j'appelle redonner une dimension artisanale au management. C'est-à-dire que dans un monde où il y a un grand nombre d'outils, on est dans un monde industriel. Un artisan, ça a quand même quelques outils. Ça a quand même quelques outils, mais finalement, ça les utilise principalement avec son intelligence, avec son cœur, avec sa vision. Et c'est ça ce monde idéal du management. C'est-à-dire, ce n'est pas un monde où il n'y a pas d'outils, ça je pense que ce n'est pas possible, mais c'est un monde où les outils qui existent ne sont pas formatés, formalisés, ne sont pas industrialisés, mais ce sont des outils que les managers peuvent s'approprier au service de leur vision, au service de ce qu'ils ont à transmettre avec les autres, au service de leur passion. Et du coup, c'est ça qui est premier, c'est ce qu'est le manager et ce qu'il a à transmettre. Et donc, dans ce monde où il y a peu d'outils de gestion, c'est clair que ce qui est au cœur du management, c'est le manager et c'est sa capacité à interpréter la situation complexe qui est autour de lui, c'est sa capacité à emmener avec lui des gens vers des projets et c'est sa capacité à investir de la passion dans le système. Alors, à quoi il fait appel pour arriver à faire ça? C'est quoi sa posture? Qu'est-ce qui fait qu'il peut s'adapter à tout type de circonstances et entraîner des hommes vers quelque chose qui est peut-être une inconnue? Alors par rapport à ça, pour moi, le manager, il s'ancre au profond de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il fait appel à ce qu'il est profondément. Et donc, pour moi, ça renvoie au fait que les vraiment bons managers sont des gens qui, à la fois, sont authentiques, sont vrais, sont ancrés dans leurs valeurs profondes, sont alignés, comme on dit, mais aussi aiment communiquer avec les autres, aiment partager, aiment les autres tout simplement, et puis sont dans la présence, c'est-à-dire sont dans la capacité d'être dans l'ouverture, de voir ce qui émerge autour d'eux et de s'adapter sans forcément justement suivre une ligne directrice, une finalité. Ils peuvent bien évidemment avoir des finalités, sinon ce serait compliqué, mais en tout cas d'avoir un regard suffisamment ouvert pour pouvoir aussi saisir les opportunités qui vont se présenter à eux. Et donc voilà, c'est une attitude qui est vraiment importante. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a eu aux ETS quelqu'un qui est venu présenter des éléments autour de la méditation. Et c'est vrai que moi, une des pistes de recherche parmi beaucoup d'autres que je poursuis, c'est de m'intéresser à la question de savoir si la méditation de pleine conscience, ça peut avoir un effet justement pour accompagner cette attitude d'ouverture, d'acceptation, de compréhension, d'écoute aussi des managers. Du coup,
si vous allez chercher sur ce terrain des réponses, c'est d'imaginer que peut-être l'individu peut se permettre de lâcher prise, de ne pas tout maîtriser, de même prendre plaisir à des situations, alors qu'on a plutôt tendance à dire que manager, c'est une chose sérieuse. Est-ce que c'est un peu tout ça? Alors, c'est non seulement un peu tout ça, mais c'est pour moi totalement ça. Et c'est vrai que moi, je suis responsable d'un master qui s'appelle le Master Human Systems Engineering, c'est-à-dire c'est un master qui est vraiment centré sur justement l'idée qu'il faut mieux comprendre et se transformer soi-même pour être dans une meilleure posture pour gérer les êtres humains dans les organisations. Et dans ce cadre-là, j'ai le sentiment que c'est très largement ce que je transmets à mes étudiants. C'est-à-dire l'idée que, en plus, ce master est en Suisse. Et en Suisse, je pense qu'on a On aime le chocolat. Une culture. On aime le chocolat, mais en plus, on a une culture particulièrement axée sur le contrôle, la sécurité et la maîtrise. Et du coup, c'est vrai que moi, j'essaye de leur apprendre le plaisir et l'intérêt de lâcher prise et d'accepter de lâcher une partie du contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien contrôler, mais en tout cas, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est dans une société globalement où on a une culture du contrôle qui est telle que finalement, on est en panique dès qu'on ne sait pas où on va, dès qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que c'est extrêmement sain au niveau du management que d'être dans l'acceptation de l'émergence, justement, de ne pas vouloir forcément toujours savoir où on va, où on amène les gens. Et pour avoir observé des situations de management, je me rends compte que les gens qui font ce chemin, d'accepter de lâcher une partie de leur contrôle pour être davantage dans l'ouverture, dans le lien avec les autres, souvent en tirent un bénéfice énorme, à la fois à titre personnel, parce que c'est un soulagement. Finalement, quand on était un manager et qu'on avait le sentiment qu'il fallait être un cow-boy, qu'il fallait montrer aucune émotion, tout contrôler, donner des directives aux gens, leur expliquer ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, quand ils doivent le faire, quand ils doivent le faire, et ensuite on est confronté à leurs oppositions, à leurs doutes, à leurs difficultés. On se sent responsable de tout ce qu'ils font et de tout ce qu'ils arrivent. Quand on arrive à lâcher ça, il y a déjà un côté hyper allégeant pour soi-même. Et puis ensuite, en termes de performance, on se rend compte que c'est très puissant. C'est très puissant et qu'au final, en laissant ses collaborateurs, bien sûr en accompagnant, en étant présent, en étant concernés, mais en les laissant décider d'une grande partie des choses que les managers classiques se sentent obligés de prendre en charge, on gagne en performance d'une manière considérable. Ce que vous êtes en train de dire, et je pense que c'est un peu le résumé et conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, on a tout à gagner à être naturel. Ça, c'est clair que ça, c'est les travaux qui ont été faits sur le management authentique montrent que c'est une forme de management qui a une performance très forte, qui est presque supérieure à la performance des autres styles de management plus classiques qui ont déjà été étudiés. Et c'est vrai que l'authenticité, pour moi, ça a une puissance très forte. C'est-à-dire que à la fois, ça communique de la confiance, mais ça communique aussi de la créativité. Et du coup, ça emporte l'engagement des personnes. Je pense qu'un manager authentique, c'est quelqu'un qui peut s'appuyer souvent sur une équipe vraiment soudée et vraiment motivée. Merci Céline. Peut-être avant de se quitter, un message pour les managers des territoires? Pour moi, le message central, je pense, c'est soyez vous-même, n'hésitez pas à être insolent et puis faites-vous plaisir. Merci. Bel après-midi. Merci beaucoup.